Tout au long du XXe siècle, les grandes nations et idéologies se sont battues sur tous les points du globe en une guerre secrète. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des secrets les mieux gardés de l'Allemagne était une Enigma. Mais cette arme secrète aurait pu devenir, pour les Alliés, un des outils les plus importants contre le Troisième Reich. L'histoire de cette Ultra Enigma est l'histoire secrète suivante. Après la Première Guerre mondiale, la nation allemande était entourée de ses anciens ennemis. Le traité de Versailles limitait les Allemands à une armée permanente de seulement 100 000 hommes, sans chars et sans flotte aérienne de combat. L'Allemagne dut alors trouver un moyen de suppléer à ce manque d'effectifs. Le gouvernement fut obligé de compter sur ce qui n'était pas limité par le traité: ingénierie, conception, automatisation et le moteur à combustion interne. Associé à un réseau ferroviaire et routier stratégique, le véhicule à moteur fut le moyen de faire bouger les forces d'un côté du pays à l'autre. Un obscur officier allemand, Heinz Guderian, étudia les théories britanniques et françaises de matériel de guerre blindé. Alors que la plupart des généraux pensaient que les chars devaient être dispersés le long du front et utilisés seulement comme soutien de l'infanterie, Guderian imagina une nouvelle stratégie, les Panzerkorps, une nouvelle idée radicale pour employer les chars rapides et l'infanterie mécanisée, combinée à l'artillerie mobile et le soutien aérien rapproché. Toutes ces unités avanceraient à la même vitesse que le char sur le champ de bataille. Guderian s'illustra comme commandant de char, mais fut d'abord officier de transmission. Pour coordonner sa doctrine révolutionnaire de manœuvres tactiques rapides, chaque char fut équipé d'une radio. Le général Gerhard Milch, secrétaire d'État à l'aviation, expliqua: « Les bombardiers en piqué formeront une artillerie volante dirigée pour travailler en harmonie avec les forces au sol par l'intermédiaire de bonnes communications radio. Le vrai secret est la rapidité de l'attaque grâce à la rapidité des communications. » En mer, la radio était encore plus indispensable. La marine allemande comprit qu'elle ne gagnerait pas une autre guerre contre la Grande-Bretagne en la combattant avec des cuirassés. Elle devait la dominer, mais pas seulement avec ses sous-marins. Un jeune amiral, Karl Dönitz, prit le commandement de la flotte sous-marine. Dönitz comprit que le seul moyen pour que les sous-marins soient opérationnels contre le convoi était une action concertée. Les sous-marins transmettraient les rapports. Dönitz coordonnerait la campagne depuis la terre ferme en utilisant la radio. Avec toutes les unités sous contrôle radio, les commandants pourraient exploiter les changements sur le champ de bataille. L'arme secrète de la Blitzkrieg, la guerre éclair, serait la radio, mais ce serait aussi sa faiblesse. L'ennemi pourrait écouter, et les Allemands avaient déjà chèrement payé leur échec de la Première Guerre mondiale dans ce domaine. Au début de la Première Guerre mondiale, le croiseur léger Magdebourg voguait en mer Baltique. Les Russes, dont le territoire était proche, s'emparèrent du navire
et y trouvèrent le livre de code secret de la marine allemande. Un destroyer russe fut envoyé pour rapporter le livre à Londres au chef de l'amirauté, Winston Churchill. Les Britanniques l'utilisèrent pour décoder les messages navals allemands pendant la guerre et purent ainsi repousser la flotte ennemie. Au cours des batailles de Dogger Bank et du Jutland, les Britanniques exploitèrent cette connaissance secrète. L'amiral Scheer, commandant en chef de la flotte allemande en haute mer, a dit « La présence inattendue des Anglais n'était pas due au hasard. Nos projets avaient été portés d'une manière ou d'une autre à la connaissance des Anglais. » En 1925, Churchill publia son histoire de la Première Guerre mondiale et commit une erreur qu'il regretta par la suite. Il révéla le secret des codes. En lisant cela, les Allemands comprirent que ces livres de code étaient d'une utilisation trop aléatoire dans une guerre moderne. Pour commander la Wehrmacht, redoutable machine de guerre, ils avaient besoin d'un système codé véritablement protecteur, d'une machine à embrouiller, d'une machine à brouiller les cartes. Et c'est à Berlin qu'un ingénieur allemand, Arthur Scherbius, fit la démonstration d'une machine à coder disponible sur le marché commercial. Il la baptisa, d'après une œuvre du compositeur britannique Sir Edward Elgar, « Variations énigmatiques ». La machine à crypter Enigma avait un clavier de machine à écrire dont il fallait presser les touches pour coder le message, lequel ressortait sous forme de lettres éclairées sur un écran. En pressant un A, c'était un Q qui apparaissait. En pressant à nouveau sur le A, c'était un X, et ainsi de suite. La base de la machine était une roue à 26 crans, correspondant aux lettres de l'alphabet. Chaque fois que le A était pressé, une lettre différente apparaissait. À côté de cette roue, il y en avait une autre, de telle sorte que, comme l'odomètre d'une voiture provoque une révolution par tour, celle-ci avançait d'un cran. C'est ainsi que l'on pouvait avoir 26 fois 26 fois 26, soit 70 000 nombres ou combinaisons, avant que chaque séquence de lettres ne se répète. Le problème pour le décodeur n'était pas de trouver le cran initial, mais de déterminer la position des roues et celle de départ. De nombreuses autres combinaisons étaient aussi possibles, ce qui rendait le problème extrêmement complexe et étendu. Il était possible de changer indéfiniment les cylindres et les codes, de manière à ce que si l'ennemi parvenait à commencer à décrypter un message, le temps qu'il en vienne à bout, il était terminé. La puissance de l'Enigma résidait dans le nombre important de combinaisons différentes d'encodage qu'elle pouvait générer avec seulement 5 composantes variables, un clavier, 3 roues comportant 26 positions de départ, munies chacune d'anneaux mobiles et d'un réflecteur à mi-rotor. Le nombre des configurations possibles était si grand qu'on ne pouvait lui attribuer de nom excepté 3 multiplié par 10 puissance 114. En comparaison, on estime que dans la totalité de l'univers observable, il n'y a que 10 puissance 79 atomes. Ceci permettait aux Allemands d'avoir confiance en leurs machines. La croissance de la puissance des nazis poussa les services secrets britanniques et français à s'allier. Mais les Polonais, encerclés et surpassés par le nombre, avaient un besoin tout particulier de connaître les intentions des Allemands. Les services de renseignement polonais étaient en alerte, surveillant toute forme de communication allemande, y compris le courrier. Vers 1930, un colis fut envoyé au consul d'Allemagne à Varsovie. C'était un samedi, les colis n'étaient pas livrés, aussi les services polonais en furent-ils informés. C'était une machine à coder, une Enigma, et ils ne l'avaient eue que pendant 48 heures. Ils ont fait toutes les copies qu'ils ont pu, photographies, l'ont réemballé de manière à ce que les Allemands ne s'aperçoivent pas que le colis avait été ouvert et l'ont livré au consul le lundi matin.
Les Polonais subodoraient que cette machine à coder pourrait être violée par des mathématiciens. Ils demandèrent à un jeune étudiant prometteur, Marion Rejewski, d'examiner Enigma. Le travail du décodage me paraît être la chose la plus difficile, laborieuse et à la fois ennuyeuse et excitante qui puisse exister. Vous cherchez dans une mer de nombres ou de lettres qui n'ont absolument aucun sens. Vous essayez de trouver des petits dessins, des répétitions. Les messages allemands étaient souvent transmis sur le même réseau. Chaque commande avait des clés différentes. Avant d'encoder, l'expéditeur installait ses 3 roues d'après la liste des clés. Puis il envoyait les 3 lettres. Pour éviter toute confusion, il envoyait les clés 2 fois. Rejewski découvrit rapidement la clé. Cette découverte lui permit d'entrevoir quelles harmoniques, quelles relations mathématiques il pouvait exploiter. La première faille potentielle de l'énigma était trouvée. Trois Polonais, analystes de code, Wojewski, Wozinski et Zygalski, se mirent au travail. Ils étaient jeunes et pleins d'idées. Pour parvenir à pénétrer une machine comme Enigma, il faut être visionnaire, avoir de l'imagination. Marion Rejewski était le plus fort, et il a émis quelques théories mathématiques intéressantes qui lui ont permis de savoir à quelle roue particulière correspondait quelle transmission. Mais ils ne purent déchiffrer les messages car les Allemands, qui n'étaient pas stupides, avaient utilisé des positions différentes de celles qui équipaient les énigmas du commerce. La situation semblait désespérée. Malgré leurs efforts intenses, les Polonais ne parvenaient pas à percer le code. Puis, ils eurent un répit inattendu dont l'origine se trouvait à l'ombre même de la porte de Brandebourg, à Berlin. En 1931, un homme entra dans l'ambassade de France à Berlin. Il prétendait être officier au service du chiffre, le service d'encodage allemand. Il offrit de vendre tous les secrets. Les Français se montrèrent soupçonneux, mais l'homme prétendit être en possession de documents relatifs à Enigma. L'appât était essentiel. Enigma pouvait leur donner accès aux secrets les plus profonds du commandement allemand. L'officier s'appelait Hans Thilo Schmidt. Mais quelle était sa motivation? Il pouvait s'agir d'une provocation, d'une ruse. Il pouvait être venu pour les induire en erreur, les tromper, les piéger. Pourquoi un officier allemand trahirait-il le secret le mieux gardé de son pays? La réponse était évidente, le besoin d'argent. Les Français désignèrent un agent, le colonel Bertrand, pour vérifier les antécédents de l'homme. Ils découvrirent que Schmidt avait un frère aîné, Rudolf, qui dirigeait le bureau du chiffre. La guerre avait dépravé un petit peu le jeune Schmidt, qui en réalité était paresseux, ne cherchait pas tellement à gagner sa vie honnêtement, il courait les filles plutôt qu'autre chose. Son frère, Rudolf, lui avait trouvé un travail au service du chiffre. Hans Thilo Schmidt, qui était un garçon de peu de scrupules, s'est dit, puisque je suis dans le secret le plus secret, il a reçu une somme de l'ordre de 10 millions aujourd'hui. Une somme énorme, nous étions ruinés. C'est certain que nous avons affaire à quelqu'un de solide, d'intelligent, et ayant récupéré beaucoup d'argent, il s'est dit, mais maintenant, au revoir. On lui a fait comprendre qu'il avait mis le doigt dans l'engrenage et qu'il ne pouvait plus l'en tirer. Bertrand photographia rapidement les documents. Ce n'est que de retour à Paris avec les négatifs qu'il réalisa ce qu'il avait en main, la clé d'Enigma. Bertrand se rendit au service du chiffre français pour étudier ces documents et dit « Ce n'est qu'une machine, impossible de faire quoi que ce soit. » Il offrit le secret aux Britanniques sans plus de succès. Pas plus que les Français, les Britanniques n'étaient parvenus à quoi que ce soit concernant Enigma. Ils essayèrent la méthode linguistique, vouée à l'échec.
Les Français, en geste de bonne volonté, en avisèrent les Polonais, ignorant où ils en étaient. Schmitt avait remis 2 jeux de clés concernant 2 trimestres différents, le dernier mois du 3e et le premier mois du 4e. Cela fournit à Rejewski ce dont il avait besoin. Il compara les dispositions des 2 trimestres et découvrit que pour chacun, les 3 roues étaient disposées différemment. Avec cette information, Enigma put être percé pour la première fois. Bien sûr, il subsistait un problème. Il devait obtenir les clés pour conditionner la machine à intercepter les messages. Les années suivantes, Schmitt rencontra 34 fois les Français. Il leur remit plus de 25 clés. Ses motivations avaient changé, il avait observé les nazis, avait rejoint le parti pour travailler contre lui. Les originaux revinrent au service du chiffre. Les clés mensuelles parvenaient en Pologne. Rejewski pouvait alors travailler sur le câblage. Ce fut un des plus grands exploits du déchiffrage, qui plaça Rejewski au panthéon des briseurs de code. Début 1932, les Polonais avaient effectivement obtenu le secret des roues d'Enigma. Ils purent alors fabriquer des copies de la machine. Rejewski conçut alors une machine qu'il appela la Bomba et qui utilisait 18 roues pour tester les variations. Les Polonais étaient devenus si performants qu'ils déchiffraient 70% des messages interceptés et ils étaient très sûrs d'eux. Et ce qu'ils déchiffraient était terrifiant. Au mois de novembre 1937, Schmitt nous prévient qu'il vient de se tenir une réunion secrète. Et au cours de cette réunion, Hitler a dévoilé ses ambitions. Il dit, en 1938, je veux l'Anschluss. Après l'Anschluss, je veux la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Après les Sudètes, je veux la Pologne. Après la Pologne, je veux me tourner vers l'Ouest, en passant par la Belgique, la Hollande et m'installer en France. On le savait en 1937. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Rien. Les Allemands préparaient la guerre. Ils reportèrent leur attention sur la machine et lui ajoutèrent de nouvelles clés. Puis, en 1938, ils modifièrent le système, ce qui interrompit les calculs mathématiques de Rejewski. Zygalski inventa alors un système appelé feuille de Zygalski. C'étaient des feuilles perforées, la méthode de la grille. En faisant passer de la lumière à travers plusieurs feuilles, il était possible de reconnaître instantanément les constantes du code. Mais les Allemands introduisirent alors 2 roues supplémentaires. C'en était trop pour les Polonais, ils comprirent qu'ils avaient besoin d'aide. Une délégation française et une britannique furent invités au petit village de Piry, non loin de Varsovie. Et là, les spécialistes du chiffre polonais présentèrent à chaque délégation une énigma fabriquée en Pologne. Alors que Britanniques et Français faisaient sortir les énigmas de Pologne, Hans Thilo Schmitt envoya un avertissement final. Et l'un des derniers messages qu'il a envoyé comme ça, sous forme de carte avec à l'encre sympathique, au mois de juin 1939, attention à la fin août, c'est vrai, c'est vrai. À l'aube du 1er septembre 1939, la Blitzkrieg, la guerre éclair, n'était plus une théorie. Des divisions de chars se répandirent en Pologne. La Luftwaffe pilonna les terrains d'aviation et les lignes électriques. La Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. La cavalerie polonaise attaqua les chars allemands. Varsovie tomba. Au printemps 1940, alors que la guerre éclair menaçait l'Europe, la bataille pour Enigma atteignit une petite station ferroviaire en Angleterre, petite ville à mi-chemin entre Oxford et Cambridge. Bletchley Park, connu sous le nom de Station X, était le quartier général de l'école gouvernementale du code et du chiffre.
La tactique des Britanniques consistait à rassembler à Bletchley Park, hors de Londres, tous ceux qu'ils pensaient capables de contribuer au brouillage des codes. Ils faisaient venir des mathématiciens, des gens capables de résoudre les mots croisés du Times, des toqués, des excentriques au cerveau solide et brillant. Dans un sens, vous aviez deux cultures, celle de la machine qui défie les humains et la société britannique, pour ainsi dire. En mettant tous ces gens bizarres ensemble, vous arriviez à quelque chose. Ils avaient posé des antennes partout et commençaient à écouter la radio allemande. Mais ils comprirent très vite qu'il n'était pas bon de mettre tant d'antennes dans un lieu qu'ils voulaient tenir secret. Ils déplacèrent donc l'écoute vers les stations Y, stations d'interception, partout dans le pays. Le jeune mathématicien Gordon Welshman écoutait les messages captés. Différentes clés suggéraient différents réseaux, différentes structures de commandement. Il classait les interceptions, commençait à trouver le contexte, à construire une image des réseaux et des clés. Pendant ce temps, Harry Hinsley, jeune étudiant à Cambridge, analysait le trafic. Quand le réseau radio allemand a dû s'étendre le long de la côte norvégienne après l'occupation de la Norvège, c'est devenu plus subtil. Le réseau a varié plus que précédemment. Et j'ai commencé à prévoir la navigation car le fonctionnement de ces grands signaux était si étrange que je ne doutais pas que cela impliquait le mouvement de gros navires hors de la Baltique et rien de tel ne s'était produit auparavant. J'ai parlé à un homme au centre opérationnel des services secrets et je lui ai dit « Agissez, quelque chose va sortir de la Baltique, quelque chose d'important. » Hinsley avait 21 ans. Bletchley n'était pas censé faire du renseignement, seulement du décryptage. Il m'a écouté très patiemment, a tout noté dans son journal de guerre, mais il n'est pas allé plus loin. Ils n'ont pas agi. Deux croiseurs de guerre, le Char North et le Gneisenau, ont alors remonté la côte et ont envoyé par le fond le Glorious sans avertissement. Il n'a même pas eu le temps d'envoyer un signal de détresse. Et la première fois que nous en avons entendu parler, ce fut par une émission de la radio allemande. Je vous laisse imaginer le résultat sur nos relations avec l'amirauté. Ce n'était pas seulement le système des chiffres, mais les humains qui posaient des problèmes. Et c'était vraiment le cas avec les Allemands. Ils étaient désordonnés et insouciants dans leur manière d'envoyer les messages, en particulier en ce qui concernait le choix des clés. Un des préférés des hommes de Bletchley était un pauvre bougre d'allemand. Chaque semaine, il installait son Enigma, la démarrait avec les lettres WAL, puis les modifiait en KLA. Après quelque temps, ils ont compris. Lui, c'était Walter, et sa petite amie s'appelait Clara. Chaque officier supérieur envoyait ses vœux d'anniversaire à Hitler. Tout d'un coup, plusieurs centaines de personnes de l'aviation, de l'infanterie, de la marine envoyaient des messages cryptés à Berlin pour souhaiter l'anniversaire du Führer. Cela a permis de faire de nombreux recoupements. Dès lors, tout apparut clairement. Au fil des déductions, il devint possible de deviner le texte qui avait servi pour coder un message particulier. La chasse aux Crips était un exercice essentiel et commençait dès le début du trafic. C'était une course permanente contre le temps, chaque seconde comptait, il fallait une précision à 100%. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Je me souviens par exemple avoir travaillé 36 heures d'affilée, à une ou deux occasions, inconscient de la fatigue. Je trouvais ça excitant. Les Allemands changeaient les clés tous les soirs à minuit. Et si vous parveniez à déchiffrer un ou deux messages, vous compreniez la totalité des transmissions pendant les 24 heures suivantes. Un crip était un coup d'œil dans Enigma, une fissure dans l'armure. Ils devaient alors jeter toute leur force dans la brèche. Avec ce qu'ils avaient fourni, nous devions fabriquer une machine pour pénétrer la machine.
La machine que les Britanniques ont alors commencé à construire fut tout d'abord imaginée par un génie mathématique excentrique. En 1936, Alan Turing avait écrit un article sur la procédure de traitement des nombres et créé quelque chose de nouveau. Turing fut le premier à apporter sa méthode scientifique à tout ça. Et il a poursuivi avec la théorie complète de la probabilité et des statistiques, qui fut appliquée à tous les aspects des travaux de haut niveau. Il était brillant, sans aucun doute, et bien sûr, comme beaucoup de gens, il avait un comportement excentrique. Mais chez lui, c'était poussé à l'extrême. Turing faisait des choses qui dérangeaient les autres. Par exemple, il ne disait pas bonjour le matin, sous prétexte qu'il l'avait déjà dit la veille. Il ne pensait pas que ça changeait quoi que ce soit. Turing se promenait autour de Bletchley en portant son masque à gaz. Certes, c'était pour son rhume des foins, mais cela ajoutait de l'excentricité à sa légende. Il allait jusqu'au fond des problèmes, et c'est un grand don. C'était le Entscheidung-Problem, la question de savoir s'il existait une quelconque méthode mathématique pour apprendre la vérité. Pour briser un code, Cripps et brouillage avaient réduit les possibilités à 10 puissance 23, tout juste 100 000 milliards de milliards. Le problème, dans cet immense éventail de possibilités, était de trouver celle qui donnerait la solution, et il fallait la trouver vite. Il fallait avoir des idées intelligentes et logiques. Il a eu, je pense, une très brillante idée. De la contradiction, vous pouvez tout déduire. L'idée de Turing n'était pas de trouver la bonne réponse, mais les mauvaises. Une mauvaise pourrait donner un nombre infini de solutions qui ne pouvaient qu'être mauvaises. Quelqu'un pourrait les identifier et les éliminer. Imaginez que ceci est un arbre. Vous avez ici le sommet et vous descendez 10 à 20 feuilles. Le premier et meilleur moyen était de descendre de cet arbre en cherchant la solution qui donne la réponse. Turing a dit « Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Ce qu'il faut faire, c'est élaguer toutes les branches qui ne servent à rien. D'accord ? Ensuite, il vous reste un certain nombre de solutions à étudier. » Turing a essayé de modeler l'esprit sur la machine pour séparer les pensées en petites tâches et les attaquer une à une dans une logique de machine. Cette obscure théorie révolutionnaire pourrait non seulement avoir le plus grand des effets sur la guerre, mais aussi sur des systèmes non encore imaginés pour les civilisations futures. Turing adopta alors l'idée de la bomba polonaise et la développa en bombe Turing avec des douzaines de roues. Cette machine produisit alors toutes les possibilités de clés. Les fausses ont été étudiées et réétudiées. La machine s'arrêtait quand les clés s'avéraient exactes. Les crypto-analystes entrèrent cette clé potentielle dans Enigma ainsi que le code intercepté. Si un texte clair décrypté sortait, ils avaient forcé la clé. Et ils continuèrent dans le bâtiment 6 et dans le bâtiment 8. Le temps imparti pour forcer une clé de l'Enigma était de 14 minutes. En combinant la stupidité nazie et l'amour allemand de l'ordre, vous obteniez quelque chose de très fragile, car ils envoyaient les grands rapports de leur merveilleuse victoire non seulement tous les jours, mais ils les envoyaient tous les jours à la même heure. Ce qui nous permettait de les identifier. Et non seulement ils les envoyaient tous les jours à la même heure, mais encore sur tous leurs canaux. Donc, si nous lisions un chiffrage, nous pouvions avoir le clair que nous pouvions utiliser pour obtenir la clé de notre chiffrage. Au printemps 1940, les Alliés commencèrent à briser les codes, mais sans avoir la possibilité de travailler avec ce qu'ils apprenaient. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Malgré leurs assertions, les Britanniques n'étaient pas préparés à la guerre. Sur Terre, la Blitzkrieg s'interrompit. Les soldats s'installèrent pour la Sitzkrieg, la drôle de guerre. En mer, par contre,
La guerre n'était pas simulée, mort et destruction se répandaient sur l'Atlantique Nord. Au cours de la plus longue bataille de la guerre dans l'Atlantique, les sous-marins de l'amiral Dönitz menaçaient les lignes de défense des Alliés. Churchill savait depuis toujours que l'issue était critique. Si les Britanniques avaient perdu la bataille de l'Atlantique, nous n'aurions pu que nous résigner. Nous aurions alors dû abandonner. Au cours de cette rude bataille, l'énigma naval, qui avait un système spécial de clés, ne pouvait être lu. Turing ne cessait de me dire qu'on ne pouvait pas pénétrer dans cette énigma navale à moins de faire appel à du matériel extérieur. C'en était assez. C'est Hinsley qui trouva la réponse. Les Allemands avaient laissé, pour des rapports météo, 2 petits chalutiers en position dans l'Arctique, un au large du Groenland, l'autre au large du nord de l'Islande. Je découvris que leur position était toujours la même depuis 7 à 8 semaines et qu'ils avaient une énigma à bord. Croyez-le ou non, même dans ces petits chalutiers ne faisant que des rapports météo, ils avaient l'énigma. Et je pensais que s'ils étaient en mer depuis plus de 8 semaines, ils devaient avoir plus d'1 mois de feuilles de répartition. La feuille correcte devait être sur le bureau de l'opérateur et il avait un seau d'eau à côté de son bureau. S'il était abordé, il mettrait la feuille dans l'eau et l'encre partirait, mais le mois suivant serait assuré. Hinsley appela l'amirauté. Les destroyers sortirent de Scapa Flow. Juste avant le lever du soleil, nous les avons abordés avant que les gars ne se réveillent. Nos hommes investirent le poste de transmission et la cabine du capitaine. Le mécanicien a ouvert le coffre, ils sont sortis et nous avons remorqué le chalutier jusqu'à Scapa Flow après avoir mis l'équipage allemand dans la conserverie, en sécurité, là où il ne pourrait pas signaler l'abordage. Beau travail, belle opération. Chaque matin à 8 heures, régulier comme une horloge, il émettait « Voici le bulletin météo de la station Brest ». On mettait ça dans les machines de Turing et le rapport du jour sortait. Ils avaient trouvé l'énigma navale. L'utilisant offensivement, nous martelions tout simplement les sous-marins. Leur vie était terrible. Alors nous avons été avisés par Rudolf Schmitt des intentions du commandement allemand de pénétrer en Belgique et ensuite de filer vers la France en utilisant précisément les Ardennes. Les services secrets français transmirent l'avertissement de Schmitt au haut commandement. La réponse fut l'incrédulité. C'est pas possible qu'une force blindée de l'importance de la Wehrmacht puisse traverser sans difficulté les Ardennes. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais ça le fut. Pour les chars et les forces blindées, collines et vallées des Ardennes ne présentèrent aucune difficulté. La guerre éclair nazie prenait en tenaille le plat pays et la France. Les forces expéditionnaires britanniques étaient isolées sur la côte de la Manche. Il n'aurait fallu que quelques jours pour les détruire. Bletchley intervint. Les opérateurs de l'aviation allemande étaient mal entraînés et commettaient des erreurs. Nous avons brouillé les chiffrages de l'aviation. Sur un réseau radio, une dispute faisait rage. Le feldmaréchal Hermann Göring se vantait que la Luftwaffe détruirait l'ennemi. Les généraux de Panzer demandèrent la permission d'attaquer tout en espérant une paix négociée. Hitler ordonna à ses généraux de rester en place. Grâce à l'interception de l'Enigma, les Britanniques savaient qu'ils avaient le temps de monter l'opération Dynamo, le temps d'évacuer Dunkerque.
Les Allemands étaient alors bloqués par l'opération Lion de mer, l'invasion des îles britanniques. Mais ils devaient tout d'abord prendre le contrôle de l'espace aérien, ils devaient vaincre la Royal Air Force. Churchill parla à la nation. Jamais dans l'histoire des guerres, tant d'hommes n'ont dû autant à si peu d'hommes. La bataille d'Angleterre appartient aux heures glorieuses de la RAF. Churchill savait, mais ne pouvait révéler que l'armée secrète de Bletchley comptait presque 10 000 personnes qui travaillaient alors dur pour briser Enigma. En raison de la chute de la France, les messages de l'armée étaient transmis par voie terrestre plus sûre. Mais les interceptions de la Luftwaffe révélèrent les intentions des Allemands qui agrandissaient les pistes d'envol sur la côte de la Manche en vue d'un assaut aérien sur la Grande-Bretagne. En août, fut décrypté un message de Göring mentionnant le jour de l'Aigle. Quelque chose se préparait. Puis le 13 août, une flotte de bombardiers de la Luftwaffe fit une apparition tonitruante au-dessus de la Tamise. Un assaut total sur Londres était destiné à briser la volonté britannique. Les avions de combat de la RAF sortirent en masse contre la première vague de bombardiers, puis réarmèrent pour affronter la seconde. Les bombardiers souffrirent de l'attaque et s'enfuirent. À la surprise des Allemands, les avions de combat britanniques semblaient inépuisables. Ils perdirent espoir. En septembre, Enigma révéla un message inouï. Hitler avait ordonné le retrait des forces de soutien. La Grande-Bretagne avait tenu tête à la Luftwaffe tellement vantée. Les interceptions d'Enigma, maintenant connues sous le nom de code Ultra, commencèrent à jouer un rôle important dans la stratégie offensive. Comme vous pouvez l'imaginer, Ultra, produit d'Enigma, devait être distribué et utilisé avec beaucoup de soin. Un employé des transmissions et un décodeur chevronné de Bletchley étaient impartis à chaque poste de commandement. Ils s'occupaient des transmissions, portaient les messages déchiffrés au service secret, restaient là jusqu'à la fin de la lecture, reprenaient le message et le brûlaient. Les ordres de Churchill étaient clairs. Il était impératif que les commandants en campagne comprennent qu'ils n'étaient autorisés à aucune action qui aurait pu donner à penser aux forces de l'Axe que les renseignements venaient d'Ultra. Si vous aviez appris par Ultra qu'un navire que vous vouliez faire sombrer était dans les parages, il fallait essayer d'obtenir qu'un avion fasse un vol de reconnaissance afin d'être vu. Ainsi, l'équipage se disait « Nous avons été repérés par un avion des forces alliées ». Par la suite, quand il était attaqué ou torpillé, il ne savait pas que c'était parce que nous avions décrypté un message. En Afrique du Nord, la sécurité des transmissions était précaire. Le feldmaréchal Rommel lisait un code américain intercepté qui révélait les plans britanniques. Informés par Ultra, les Américains changèrent leur code. La légendaire stratégie intuitive de Rommel était en déclin. Nous avons obtenu Ultra juste à temps pour permettre au général Auchinleck de contenir Rommel hors du Caire. Chaque fois que Rommel avait un projet, j'intervenais et Auchinleck disposait ses forces juste à temps. Sans ces renseignements de terrain et les ressources que nous détruisions, les Allemands auraient occupé le Caire. Montgomery utilisa Ultra à El Alamein pour tromper Rommel et l'envoyer dans le piège britannique. Une partie de l'objectif britannique était de leur fournir de faux renseignements sur la stratégie, leur mot magique. Dérouter l'esprit d'Hitler était devenu l'activité principale des Britanniques. Une activité très distinguée. Churchill dépendait de Ultra. Il demandait des décodages quotidiens. Pendant ce temps, sous le trottoir de Storygate, près du cabinet de guerre secret souterrain, une nouvelle organisation clandestine était créée.
la section de contrôle de Londres fut instaurée pour coordonner l'organisation. L'interception d'Enigma, la propagation de Ultra et la tromperie étaient intégrées dans une grande stratégie résumée par des mots attribués à la fois à Churchill et à Joseph Staline. En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être entourée de gardes du corps du mensonge. En Afrique du Nord, en 1942, les Alliés se battent. Mais soudain, sans avertissement, la guerre sur mer tourne à leur désavantage. Le 1er février 1942, nous avons perdu les sous-marins. Dönitz avait introduit l'énigma naval à 4 roues et une nouvelle clé. Il a commencé la deuxième phase avec encore plus de sous-marins de plus gros tonnage. Les pertes augmentèrent jusqu'à un niveau jamais atteint. Les gens de Bletchley surnommèrent la nouvelle clé de Dönitz requin, et comme les pertes augmentaient, s'y attaquèrent désespérément. Ils échouèrent pendant 8 longs mois. Puis en septembre 1942, le destroyer Bulldog rencontra un sous-marin en Méditerranée. Les charges larguées en profondeur le firent remonter à la surface. L'équipage l'abandonna et le U-559 sombra. 3 marins britanniques plongèrent pour récupérer les codes. Un seul s'en sortit. Anthony Fasson et Colin Grazier disparurent avec le sous-marin. Mais les Britanniques avaient les clés. En novembre, Bletchley réussit à s'infiltrer dans Enigma requin. En 1943, une autre machine à crypter fit son apparition. Elle codait et transmettait simultanément par télétype. Elle était beaucoup plus rapide et était utilisée au plus haut niveau du commandement nazi. Elle fut appelée Geheimschreiber, écrivain secret. Les Britanniques lui donnèrent le nom de code Poisson. Utilisant leur expérience avec Enigma, ils tentèrent de pénétrer Poisson. Encore une fois, il y eut de sérieuses erreurs de procédure de la part des opérateurs allemands. Ils encodaient par inadvertance 2 messages en utilisant la même clé. La bombe de Turing était électromécanique. Pour pénétrer les nouveaux codes, ils auraient dû en construire des milliers. Il leur fallait quelque chose de plus rapide. Ils avaient besoin de la vitesse des électrons, de matériel électronique. Pour déjouer l'écrivain secret, le groupe de Bletchley a inventé le premier ordinateur électronique au monde. Il arriva juste à temps pour le jour J. Avec un codeur disponible en même temps qu'Enigma, nous avons pu améliorer nos connaissances sur les forces allemandes s'opposant au débarquement. Nous avions un aperçu global de leur stratégie, de leur tactique et des dispositions prises pour repousser l'invasion. Eisenhower fit l'expérience de Ultra et fit de la ruse la clé de la stratégie du jour J. Une armée fantôme, sous les ordres du général George Patton, fut mise en place pour convaincre les Allemands que l'invasion se produirait dans le Pas-de-Calais. Le fait que nous savions ce que pensaient et disaient les Allemands, ainsi que le nombre de messages acceptés, nous permit de mieux planifier cette opération et mener la ruse à bien. Persuadé que le débarquement en Normandie n'était qu'une feinte, Hitler retint ses forces jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ultra fut d'un grand secours dans la percée de Falaise en Normandie. Quelques Allemands avaient des soupçons, mais les Alliés étaient trop préparés, trop intuitifs, trop chanceux. Les Allemands répugnaient à regarder la réalité en face.
Les officiers du chiffre, leur chef et même le Führer avaient eux-mêmes du mal à admettre que tout ce qu'ils avaient fait était réduit à néant. Ils croyaient plutôt ce qui leur paraissait évident, les Alliés avaient infiltré le haut commandement nazi. Ils préféraient admettre que les humains puissent être faibles, mais que leur machine de guerre était infaillible. Leur arrogance, leur mépris envers nous les faisait nous considérer comme négligeables. Ils ne pouvaient pas penser que nous, les sous-hommes, la sous-race, parviendrions à déchiffrer les messages codés par la race supérieure. Je veux dire que c'était contraire à toute leur philosophie. Remercions Dieu pour cela. Jusqu'à la fin du Reich, qui dura 12 ans au lieu des 1000 prévus, les Allemands confièrent encore leurs plans les plus secrets à Enigma. Ils n'ont jamais compris. La machine à chiffrer Enigma a été considérée comme inviolable. Les Allemands ont consacré leur grand talent d'organisateur à sauvegarder leurs secrets. Pourtant, la dite sauvegarde et la confiance suprême que ses créateurs avaient placée en elle devinrent une des armes les plus puissantes de l'arsenal allié. De nombreux facteurs se sont conjugués pour venir à bout d'Enigma. Des Polonais désespérés ont établi de nouvelles théories mathématiques, un Allemand a trahi, des soldats fatigués ont révélé des clés, des esprits brillants se sont rencontrés à Bletchley Park. Mais l'élément le plus déterminant est peut-être le caractère des nazis eux-mêmes. Leur tyrannie n'encourageait pas la libre pensée. Les Alliés furent capables d'identifier le chiffrage et d'y consacrer leur meilleur cerveau. En Allemagne, de nombreux grands esprits ont plutôt été dirigés vers les camps de concentration. Mener une guerre technologique et se débarrasser de tant d'intellectuels était complètement stupide. Les nazis étouffaient la pensée et exigeaient l'allégeance à la race supérieure, c'est-à-dire à eux-mêmes. Ils étaient en guerre avec l'intelligence. Les plus grands esprits ont travaillé contre eux, ont violé l'inviolable Enigma et en tout dernier lieu raccourci la guerre. Certains disent quelquefois qu'Ultra a gagné la guerre. C'est exagéré. La guerre a été gagnée par les hommes dans les tranchées, dans les avions, dans les navires. Ce sont eux qui ont gagné la guerre. Ultra s'est contenté, en la raccourcissant, de sauver un nombre incalculable de vies humaines. Si Hitler avait gagné la guerre, il aurait dominé la Terre entière. C'était son objectif, et alors son système aurait duré 1000 ans comme il l'espérait. C'est après ça qu'il courait. Je pense que les gens veulent rester modestes. Ils se montrent raisonnables en disant qu'Enigma a raccourci la guerre de 2 ans, mais elle aurait pu sauver la civilisation. Après la guerre, Winston Churchill a écrit un livre en plusieurs volumes sur le conflit. Il a bien appris sa leçon, il n'a jamais mentionné Ultra. Marian Rejewski s'enfuit en Angleterre pendant la guerre. Il reçut ensuite quelques médailles mineures de la part du gouvernement polonais. De la part des Alliés, il ne reçut rien, ni médaille, ni récompense. Hans Thilo Schmidt a été trahi par un agent français. Il mourut en 1943 entre les mains de la Gestapo. En 1954, après avoir été convaincu d'homosexualité, Alan Turing s'est suicidé. La bomba et la bombe Turing ont indiscutablement été les archétypes de la plus importante invention du XXe siècle, l'ordinateur.